Alors, à présent, nous allons écouter le témoignage de Manar Al-Kodari, qui était étudiante en médecine à Gaza et qui a dû quitter Gaza pour pouvoir terminer son cursus universitaire. Alors, son témoignage permet de comprendre la destruction du système éducatif, ce qu'on appelle l'éducide, et d'appréhender le crime, en fait, un crime contre le savoir. C'est un crime contre le savoir. Elle intervient donc via une vidéo, j'espère qu'il ne posera pas de problème technique. Nous l'écoutons pour une durée de 10 minutes. Et puis après le visionnage, elle ne pourra pas répondre, bien entendu, puisque c'est une vidéo. Mais on prendra quand même un petit peu le temps d'écouter vos retours, ce que vous inspire un peu son témoignage, parce qu'elle est très friande de ses retours, vous vous en doutez. Et voilà, donc on vous laissera quand même le temps de réagir après. Donc on écoute Manar Al-Kodari. Hello, my name is Manar Hazem Al-Khudari. I'm a sixth-year medical student at Al-Azhar University in Gaza, Palestine. I wish I were standing in front of you today, in the physical sense. But my passport doesn't get me very far. Even in the year when the world claims to finally recognize my country as a state, recognition, it seems, travels more freely than Palestinians do. I want to begin with the words of Mahmoud Darwish. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. On this land, there is what deserves life. When I was first approached to speak at this event, and I heard the word educide, I felt something shift inside me. Not because it's a clever play on words, but because of how painfully accurate and complex it is. Educide refers to the genocide of education, a term that doesn't merely describe the destruction of schools or the burning of books or the flattening of universities. It describes the destruction of what we were meant to become inside them. The silencing of futures that were still forming, the deliberate targeting, but not only of buildings, but possibility itself. So what happens when the classroom is reduced to ashes but learning continues anyway? Because that is the paradox of Gaza. When the classroom disappears, something else takes its place. Not nothing. Genocide never leaves room for nothing. But an involuntary education that no child chooses, no parents approve, and no society survives unchanged. The silent curriculum. In Gaza, children are forced to learn lessons that have nothing to do with childhood and everything to do with staying alive. They learn the sounds of drones before they learn the sounds of letters, so forget about phonics. They learn the difference between incoming and outgoing rockets before they learn the difference between metaphors and similes. They learn how to identify safe and danger zones long before they learn north from south on a map. This is what happens when genocide replaces school. A child who should be learning multiplication learns how many seconds it takes to run from their mattress to their mother's arms. A teenager who should be studying for exams learns how to comfort their younger siblings throughout a night of bombing. Entire generations learn how to plan their days around solar electricity panels, water shortages, and unpredictability of surviving. This is not a curriculum written by educators. It is what imposed by violence. And that's what makes educide so devastating. It is not only the destruction of buildings, but the replacement. The way genocide forces itself into the role of the teacher, dictating what children learn, how they grow, how they understand themselves in the world. When a school is bombed, the world sees rubble. But Gaza sees something else. A child forced to absorb lessons that will stay with them long before after the walls are rebuilt. Because the cost of destroying education is not only measured in lost classrooms, but what it fills in the silence that follows. Fear instead of curiosity, survival instead of imagination, interruption instead of continuity. To understand the scale of educide, you have to understand not only what Gaza's children endure, but what they are not allowed to live. In elementary school, children around the world draw family trees. They argue about whose grandparents are the oldest and who has the longest list of cousins.
But how does a child from Gaza draw a family tree when so many branches are missing? How do they write the names of their grandparents, uncles, siblings when those names are engraved on headstones? What should have been an instant exercise turns into a confrontation with absence. In middle school, children everywhere go through the clumsy tender years of discovering who they are. They experiment with hairstyles, they hide bad grades from their parents, they laugh too loudly with their friends in the hallways. They begin to understand friendship, embarrassment, identity, selfhood. But in Gaza, these years are not about self-exploration. They're about survival. A 12-year-old should be worrying about whether their teacher will notice if they did or didn't do their homework, not whether they have a home to return to. A 14-year-old should be annoyed about chores, not collecting wood scraps for fire and standing hours in lines for food. A teenager should sneak out to meet friends, not leave the house to find water, fuel, or bread to feed the family. War forces them to grow up way too fast, to carry responsibilities that crush shoulders of adults, let alone children. And in high school, when students elsewhere dream of futures and they stand and they ask themselves, will I be a doctor, a journalist, an artist? Children in Gaza ask much simpler questions. Will I have internet access to this study tomorrow? Will my teacher survive? Will I? The gap between what children should learn and what they are forced to learn is the heart of educide. Because it is not only the destruction of buildings, it is the interruption of the normal timeline of growing up. The stripping away of universal experiences that help a child understand themselves, their identity, their community, their future. Genocide steals childhood twice. First by taking away the school, and then by replacing it with burdens children should never know. And yet, despite everything I have described to you now, education in Gaza does not stop. Even under bombs, even after classrooms have turned into ashes, Gaza still holds one of the highest literacy rates, 98%. We value education, not simply as an achievement, as a way of life. You learn to live, you learn to work, you learn in order to dream. It is the cycle we are raised upon. Senior high school classes are still graduating. Students are still searching for any door that opens, whether it was inside Gaza or far beyond its borders. And I am one example of that persistence. Medical school is 6 long years. For me, it has extended to 7.5. My last 3 have been scattered across Oslo, Pretoria, and now Cairo. I moved between continents in fragments, collecting the pieces of an interrupted degree. For us, it is not only the future that's uncertain, it's the next minute. So forgive us if we don't plan far ahead, and if we don't like Google calendars, and if commitment feels way too fragile. Our lives shift way too quickly to trust the illusion of stability. Still, we push forward. Medical students want to graduate to fill the gap of more than 800 doctors who were killed or detained. Nursing students want to graduate to fill the gap of 200 nurses that are killed or detained. Pharmacists, journalists, engineers, lawyers, we all want to end this educide. Because educide is not natural. It is not a force of nature. It's not a tragic accident. It is enabled. And the world cannot claim to defend education while allowing its destruction. Rebuilding schools is not enough. You must rebuild the possibility of a future. So I urge you, call on your schools, call on your universities, create programs, open pathways, host Palestinian students for bachelor's, master's, medical electives, research opportunities, for we will return home. We will take that knowledge back to our soil to nourish the next generation. Teach us so that we can teach. On this land, there is what deserves life. Alors je pense que, comme moi, vous regrettez vraiment qu'elle ne soit pas présente physiquement, mais elle a une présence
qui même en vidéo. Ça m'a fait penser à Philippe Mérieux, que j'ai vu hier d'ailleurs, et qui m'a parlé de la Palestine, et qui disait, bon, il était écologiste, on dit toujours quel monde on va laisser à nos enfants, et lui il disait, et quels enfants on va laisser au monde. Donc je vous laisse quand même un petit peu réagir, parce que c'est ses retours, je pense qu'elle attend nos retours. Donc là, allez, pour tous ceux qui voudront parler, on laissera du temps. Oui, merci pour tous ces témoignages. Alors, je vais poser tout à l'heure la question aux juristes, à savoir si l'action qu'ils ont entreprise par rapport à l'État français et qui semble quand même extrêmement argumentée, est-ce que malgré tout, il y a quelques petites chances pour qu'il y ait un certain écho dans l'opinion et qui sait que est-ce qu'il y a une possibilité que cela débouche sur quelque chose? D'autre part, je voulais aussi, à propos du Parlement européen, il semble que quand même une partie assez importante des pays soit sensibilisée au génocide à Gaza, mais qu'il y en ait toujours deux au moins qui fassent blocage, qui sont la Hongrie et je crois la Slovénie, enfin je ne suis pas sûr, mais la Hongrie c'est sûr. Quels seraient les moyens de contourner cet obstacle pour arriver à avancer sur cette question qui est complètement bloquée encore actuellement? Merci. Merci. Alors, 2 secondes. Est-ce qu'il y a des personnes quand même qui veulent dire un petit mot sur ce qu'on a vu là, sur ce témoignage impressionnant sur l'éducide? Merci Raymond. Pour moi, c'est un des témoignages majeur parce que l'entreprise de déshumanisation des Palestiniens menée par Israël existe aussi dans notre pays. Et je pense que ce témoignage, comme les petits films que vous réalisez et tous les témoignages directs que nous avons de Gaza ou de Cisjordanie, parce que je voudrais dire quand même qu'en Cisjordanie, aujourd'hui, il n'y a école que 3 jours ou 4 jours dans le meilleur des cas par semaine pour d'autres raisons, mais aussi qui toutes viennent de l'occupation. Ce témoignage montre l'humanité à l'inverse et cette aspiration. Et je crois qu'on ne prend pas assez conscience à quel point les enfants de Gaza ne seront jamais des enfants comme les autres, ni des adultes comme les autres. La phrase de Mérieux est très juste. Quand on vit sous les drones, sous les bombes, quand on ne sait pas de quoi demain est fait, le traumatisme est immense, peut-être pas irréparable, mais en tous les cas, il faudra beaucoup d'humanité et beaucoup de coopération et de dignité rendue pour pouvoir réparer une partie de ce traumatisme. Bonjour. Enfin, tout d'abord, je vous remercie, Madame la sénatrice, et je remercie les intervenants, l'ami Ayed Lastal, etc., et Benjamin, qui nous a toujours habitués à des exposés très, très intéressants. Par rapport au témoignage, je me dis, est-ce qu'il y a possibilité de diffuser ce témoignage parmi les députés et les sénateurs français? Ma première question. La deuxième, c'est justement à Benjamin, c'est par rapport aux binationaux qui font la guerre aux Palestiniens, qui tuent, qui massacrent, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de les poursuivre ici en France? Et je vous remercie. Merci. Alors, très rapidement, seulement si c'est sur la vidéo qu'on vient de regarder. Plus sur les questions juridiques, puisqu'on vous refera une demi-journée. Absolument, ça s'adresse à vous, Madame la sénatrice. La France a reconnu la Palestine au mois de septembre dernier. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour les Palestiniens, et notamment qu'est-ce qu'on a fait de concret par rapport à cet éducacide qui est en cours? Et est-ce qu'on a accueilli, par exemple, davantage d'étudiants ou palestiniens en France? Merci. Alors, je vais prendre vite la dernière question et Benjamin, je te laisserai la parole. Nous sommes intervenus là dernièrement, nous avons en délégation auprès du ministère
d'ailleurs auprès de l'Élysée et auprès du ministère des Affaires étrangères, parce que on a bloqué le 2 août très rapidement l'arrivée des étudiants du dispositif. Le nom m'échappe. PAUSE, voilà, du dispositif PAUSE, qui chaque année accueille des étudiants en master, etc., comme des étudiants boursiers, et comme aussi des familles françaises avec leurs ascendants, etc., à cause d'un fait divers regrettable, mais d'une réfugiée en France qui avait tenu des propos, c'est vrai qu'on peut qualifier d'antisémitisme. Et donc, suite à ça, on avait une fenêtre pour faire sortir 60 étudiants, étudiantes ou familles palestiniennes, franco-palestiniennes. Et le ministère de l'Intérieur a tout bloqué et n'a repris que dernièrement et au compte-gouttes, puisqu'en fin de compte, moins d'une vingtaine ont pu sortir. Donc tous les prétextes sont bons pour à chaque fois arrêter. Donc malheureusement, non. Y compris Palmed nous signale que les sorties d'enfants, il devait y avoir 50 enfants hospitalisés en France, se font pas. Se font mal parce qu'ils prétendent que c'est très difficile, parce que les enfants ont des parents et que Israël barre. Donc s'il barre les parents, eh bien on peut pas faire sortir l'enfant qui est en situation d'urgence médicale. Il faut savoir aussi que on n'a que des opportunités, des couloirs très limités, 2 ou 3 fois par an pour faire sortir. Israël les donne au compte-gouttes. Et quand la France ne profite pas d'une de ces opportunités de sortie, parce que c'est catastrophique. Donc effectivement, je pourrais dire pas de changement concret et réel depuis que notre président a été forcé sous la pression quand même et de nous et des pays en Europe qui l'avaient reconnu, à reconnaître l'État de Palestine. Donc très rapidement sur les questions et puis après Alors, très rapidement, sur la première question, on espère que ce recours devant le Conseil d'État va prospérer. Alors, on en a un petit peu parlé tout de même dans les médias. On essaye de faire en sorte qu'on en parle encore davantage. On a aussi fait en sorte qu'on en parle dans le milieu associatif pour nous donner cette énergie qui permettra, on l'espère, de remporter cette victoire-là. On va dire, en résumé, que si nos responsables politiques n'ont pas le courage d'appliquer le droit international, il faut que les juges, eux, aient le courage de les rappeler à l'ordre et de les rattraper par la manche. C'est nécessaire. Au niveau de l'Union européenne, alors effectivement, c'est problématique. Alors, je donne un seul exemple, accord de libre association entre l'Union européenne et Israël. Il est conditionné pour être mis en œuvre au respect des droits humains, c'est son article 2. Les services de l'Union européenne constatent eux-mêmes que les droits humains, évidemment, ne sont pas respectés par Israël, notamment dans la bande de Gaza. Conclusion, rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'il y a ces États qui font blocage et c'est véritablement dramatique. Alors, est-ce qu'il y a moyen de contourner? Alors, nous, avec l'association, on a essayé une voie, effectivement. C'est pas très connu, ça s'appelle le recours en carence. C'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'association, introduire un recours en carence contre des institutions dont on considère qu'elles ont manqué leurs obligations, en l'occurrence à leurs obligations vis-à-vis du droit international, parce que l'obligation de prévention du génocide, par exemple, elle pèse aussi sur les épaules de l'Union européenne, qui doit respecter cette obligation. Et on a introduit un recours contre à la fois la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Alors c'est un recours qui, dans un premier temps, a été rejeté pour une question d'intérêt à agir, c'est-à-dire que le tribunal de l'Union européenne a considéré que nous n'avions pas d'intérêt à agir, ce qui, selon nous, est totalement faux et qui était un moyen de botter en touche, parce qu'il y a de la jurisprudence, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui nous permet, selon nous, d'agir au regard de notre objet social. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, il y a un appel que nous avons formulé devant la CJUE, devant la Cour de justice de l'Union européenne, en espérant qu'elle se prononce vite, mais on n'a pas de délai pour l'instant. Et dernière question sur les binationaux. Alors, ce que prévoit le droit français, c'est effectivement qu'on peut juger en France, donc devant nos propres juridictions, des personnes de nationalité française, quand bien même elles auraient par ailleurs une autre nationalité, qui commettent des crimes dans un autre pays, ce qu'on appelle la compétence personnelle active. Donc on aurait tout à fait possibilité de le faire. Et j'ajoute qu'on aurait aussi possibilité de juger des personnes qui ne sont pas françaises et qui commettent des crimes dans la bande de Gaza, dès lors, alors soit qu'elles ont une résidence habituelle en France, ça c'est pour les crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, soit même sans aucune de ces conditions, c'est ce qu'on appelle la compétence véritablement universelle cette fois, et ça vaut notamment pour les crimes de torture.